Donc, bienvenue à toutes et à tous. On est très content de vous recevoir pour ce nouveau webinaire de rentrée. Euh, Quelques mots rapidement d'introduction. Next Level, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut former les devs éclairés à l'ère de l'IA, c'est-à-dire plein de choses, mais on le fait avec un outil de cartographie de compétences, des analytiques sur les compétences, un engineering health check, et on propose de la formation et de l'accompagnement sur tous les sujets autour de l'IA pour les devs. Parmi ce qu'on fait, on aime bien animer des webinaires et partager justement des retours d'expérience, des expérimentations, des découvertes de chacun. Voilà, on est à un moment où le métier de software engineer change, pas que d'ailleurs, pas que ce métier-là, mais beaucoup dans la tech aussi. Donc, l'objectif, c'est de partager ce que chacun découvre, ce que les experts observent et pratiquent, des apprentissages de chacun. On va commencer du coup cette année avec un premier sujet sur alors les small LLM, Small Large Language Model, on aurait pu dire directement des Small Language Model, voilà, des SLM. Et du coup, je vais te laisser, Philippe, on est très content de t'avoir en tout cas pour ce webinaire. Tu es passé par trois des plus grosses boîtes de DevTools, GitHub, GitLab, Docker aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ton regard sur qu'est-ce qui attire ton attention en ce moment, quels sont les sujets qui sont importants, et en particulier celui-là sur les small LM, small LM, du coup. Je te laisse le partage, Philippe. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On les posera à la fin de la présentation de Philippe. Voilà. Alors déjà que je retrouve ma fenêtre de partage. Voilà, elle change de place à chaque fois. Et merci pour l'invitation. Pour Small Language Model, en plus je me trompe à chaque fois et je l'écris SML au lieu de SLM. Et donc du coup je suis obligé de refaire mes docs et tout ça. Mais bon. C'était pour la petite histoire. Alors aujourd'hui, on va parler. Alors, je vais parler vite parce que je suis une vraie pipelette et que j'ai peu de temps pour tout faire rentrer. Si on n'arrive pas à tout faire rentrer, c'est pas grave. Tout ce que je vais vous montrer est sur ce repo GitHub. Donc vous pouvez le récupérer, vous en faites ce que vous voulez. Il y a pas de problème. Le mettez pas en prod par contre. Je garantis rien pour différentes raisons et je vais vous expliquer. Donc, je m'appelle Philippe Charrière, je suis solution architecte chez Docker. Solution architecte, en général, c'est des gens qui font partie des équipes Customer Success avec un profil technique et j'aide mes clients dans l'adoption du produit qu'ils achètent. Je bosse avec des TAM, des Customer Success Engineers, non, Customer Success Manager. On a changé le nom il n'y a pas longtemps, donc je mélange tout. Qui eux sont plus là pour tenir la main au client, mais plus dans un mode gestion de projet, compréhension du besoin, des choses comme ça. Et je suis là en soutien technique, mais je ne fais pas le support. Si le client a une question, je sais y répondre, je n'hésite pas à y répondre. Si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre sur mon adresse Docker. Je suis présent sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Blue Sky et sur X et sur LinkedIn aussi. J'y pense pas, mais j'y vais de plus en plus. Alors, petit disclaimer. Je ne suis pas un machine learning engineer ou un spécialiste de l'IA. J'ai eu à me mettre à l'IA en arrivant chez Docker parce que au bout de quelques jours, quelqu'un me dit, ouais, il y a une présentation à faire pour la BBC sur ce qu'on fait en IA. Et j'ai pas eu le choix. Surtout, je me suis aperçu qu'à ce moment-là, en fait, on n'avait rien fait en IA. Donc, il a fallu que je commence à brosser un petit peu du contenu et des choses comme ça. Je ne suis pas un développeur Python non plus, mais ça a une importance. Alors, déjà, pourquoi le choix de Python? C'est parce que pour afficher du code en présentation, c'est plus simple, c'est plus lisible, même pour des gens qui sont pas forcément programmeurs. Je fais plus du Go et du JavaScript, mais je ne suis plus un développeur. Le fait, par contre, de choisir un langage pour faire de l'IA générative a quand même une incidence. C'est que selon les frameworks que vous utilisez, vous n'avez pas toujours les mêmes résultats, les mêmes comportements des modèles. Alors après, c'est difficile de savoir si ça vient du framework ou du modèle, parce qu'en fait, on ne sait jamais à l'avance que le modèle va répondre. Le côté déterministe, il est super difficile à cadrer. C'est plus ou moins faisable, mais vous avez des surprises.
En faisant la répétition ce matin de la presse, j'ai des démos qui ne fonctionnent pas comme elles fonctionnaient il y a quelques jours. Mais c'est pas très grave. Euh, une application d'IA générative, c'est simplement une application qui va se connecter à l'API d'un moteur de LLM, on va dire, euh, pour lui envoyer des informations, comme des questions, du contexte, et le LLM va lui retourner en retour, va générer, on va dire, en retour des informations. Alors moi, je bosse qu'avec des LLM qui génèrent du texte. Et ça peut être de l'image, du code, alors du code c'est du texte, de l'audio et tout ça. Donc LLM, ça veut dire Large Language Model, c'est des sortes de réseaux neuronaux qui sont entraînés sur une vaste, d'énormes monceaux de données qui viennent d'Internet, de plein de choses, et ce qui leur permet en fait de générer du code à partir de ce qu'ils connaissent. Alors, à savoir que les LLM font ce qu'on appelle du soft bullshit. La plupart du temps, un LLM va toujours avoir envie de vous répondre. Donc, même s'il ne connaît pas la réponse, en fait. Donc, vérifiez toujours ce que ça vous répond. C'est très important. Ne faites pas un copier-coller de la réponse. Vous pouvez avoir des surprises. Euh, Moi, j'ai une passion pour les LLM qui fonctionnent en local. Alors, il y a différents outils pour pouvoir faire fonctionner des LLM en local. Il y a GPT-4All, je crois que ça a été un des premiers. Il y a Olama, qui est vraiment, moi, c'est le premier que j'ai utilisé, que j'ai vraiment, parce qu'il est facile d'accès. Donc, vous avez Olama, vous avez une liste de modèles que vous pouvez récupérer. Olama expose une API, fournit maintenant une UI pour chatter avec un modèle. Donc, c'est très facile de tester des modèles en local. Et maintenant, il y a Docker Model Runner. Donc forcément, étant chez Docker, c'est celui que j'utilise, c'est mon engine de prédilection. Il est comme Olama, il s'appuie sur quelque chose qui s'appelle Lama CPP. Alors je ne sais plus si j'en parle quelque part. Bon, peu importe. Lama CPP, en fait, c'est un programme qui est fait en C++ qui permet de se connecter à des LLM. Et Olama ou Docker Model Runner sont une sorte de wrapper au-dessus de ça et qui fournit des features en plus. Que ça soit Olama ou Docker Model Runner et probablement d'autres, ils exposent une API qui est compatible avec l'API d'OpenAI. C'est-à-dire ce que vous développez avec des modèles locaux, vous pourrez facilement l'adapter et l'utiliser nonobstant certains paramètres, à des applications qui utiliseraient OpenAI ou à d'autres plateformes. Il y a une plateforme qui s'appelle Cerebras, alors c'est une plateforme, mais c'est en plus aussi des machines avec des cartes qui ont été construites spécialement pour eux et pour les modèles qui package. Mais vous pouvez coder dessus, enfin utiliser l'API comme vous utiliseriez OpenAI. Donc c'est super important à connaître. L'avantage des modèles locaux, c'est la privacy. Et puis aussi, dans certaines boîtes, ils n'ont pas le droit de se connecter à Internet. Si vous bossez pour l'armée, par exemple, vous n'avez pas le droit à ça. Vous n'aurez pas le droit à copilote non plus, etc. Donc il faut apprendre à bosser en local. Ces modèles-là, vous avez plus de contrôle dessus. Ça vous coûtera moins cher, forcément. Alors pour une grosse boîte avec des gros modèles, même s'ils sont en local, il faudra quand même des infras, mais ça n'aura rien à voir avec, en termes d'énergie, de dépenses et tout ça, avec ce qui se passe côté OpenAI, CloudAI et compagnie. Donc c'est un autre des avantages. Il y a des challenges, le hardware, il faut du GPU. Alors, il faut du GPU, mais si vous avez une machine qui n'a pas de GPU, sachez que vous pouvez quand même vous entraîner à faire de l'IA, des applications d'IA générative sur du CPU, parce qu'il y a des modèles qui sont tout petits. Alors, ils sont bêtes, mais vous pouvez les aider à être moins bêtes, et ça fonctionnera à peu près correctement. Et moi, j'essaye d'utiliser ces petits modèles. Euh, et je fais tourner Olama ou Docker Model Runner, même sur des Raspberry Pi, alors avec 8 Go de RAM, et ça marche. Donc, vous pouvez commencer, même si vous n'avez pas un super MacBook Pro M quelque chose. Les petits modèles, donc j'en ai déjà parlé. Alors, il y a des contraintes. Vous pouvez pas leur envoyer énormément de data, sinon ils rament, et voire même ils n'arrivent pas à garder le focus, et ils vous donneront des informations qui seront pas bonnes. Donc ils ont des capacités limitées, mais vous pouvez les utiliser pour des tâches spécifiques. Si vous avez besoin d'un modèle
et d'une application qui utilise ce modèle pour générer, je ne sais pas, des recettes de cuisine, vous n'avez pas forcément besoin de ChatGPT. Un petit modèle avec de la documentation qu'on lui fournit, j'expliquerai comment après, peut largement suffire. Donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et en plus, ça a plein d'impacts bénéfiques hein, sur la consommation en énergie, sur le coût, plein de choses. Ces petits modèles, vous pouvez les fine-tuner, c'est-à-dire vous les re-entraîner en leur injectant des données qui sont spécifiques à l'activité que vous voulez faire. Alors, le fine-tuning, c'est un domaine que je n'ai pas encore essayé. C'est dans ma to-do list pour fin d'année ou l'année prochaine. Mais ça vous permet du coup de fournir facilement des modèles sans être obligé de créer un modèle de zéro et dépenser énormément d'argent et de GPU, de fournir des modèles facilement pour un cas d'utilisation donné, pour un modèle donné. Je vous conseille, alors vous le retrouverez dans le GitHub, JetBrains a fait un super, je trouve un super article qui est pas très long sur ce qu'il appelle les focal models, donc des modèles dédiés à une tâche bien précise et pour bah, justement pouvoir faire fonctionner du LLM sur des choses plus contraintes. Comme je le disais, les modèles, les small models sont, bah, ils sont idiots, c'est des bébés, mais vous pouvez plus facilement, par contre, pas les manipuler. Je fais énormément je sais plus comment ça s'appelle, là, d'anthropomorphisme hein, quand je fais de l'IA, et j'essaie de m'en empêcher, mais j'y arrive pas. Mais c'est plus facile à les contraindre, à leur donner des informations et leur dire n'utilisent que ça. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose d'autre comme information. Moi, j'aime bien les modèles Qwen. Alors, ceux-là, ils sont sur le hub de Docker, mais vous pouvez les trouver sur Gingfest, vous pouvez les trouver sur la marketplace de Lama, et ils ont différentes tailles. Donc, le 0,5B, c'est le plus petit, selon qu'il fournit. Alors là, moi, il y a marqué qu'il fait 4 gigas, mais non, c'est le latest, c'est le plus gros, c'est le plus petit. Ouais, il fait selon comment il a été compressé, il fait moins d'un giga, voire même il peut faire 700 MB, tout dépend. Donc c'est pour ça que vous pouvez vraiment le faire fonctionner sur un Raspberry Pi sans problème. Le 1.5B, il tourne encore sur du Pi. Le 3B, ça devient plus lourd. Et après, si vous voulez garder toute la conversation de la mémoire, par contre, le modèle va ramer. Donc il faut penser à toutes ces contraintes. Mais vous pouvez très bien commencer des choses avec ça et ça marche plutôt pas mal. Donc, je vous parle de Docker Model Runner. C'est donc un engin qui permet de faire tourner des modèles via Docker. Au départ, c'est arrivé dans Docker Desktop pour Mac, et puis maintenant, c'est disponible aussi avec Docker Community Edition. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir Docker Desktop, vous ne payez pas pour Docker Model Runner. Il y a une API qui est compatible avec OpenAI parce que Docker Model Runner utilise la masse EPP. Et en SDK Python, il y en a plein. Mais de base, vous pouvez commencer avec le LightLLM.ai, qui est pas mal, qui est simple à utiliser. Excusez-moi. Et, euh, sinon, OpenAI fournit normalement un SDK Python, mais j'ai pas encore eu le temps de le tester. Si je vais par exemple, je vais switcher sur mon Docker Desktop. Excusez-moi, donc là, vous devez le voir. Il y a alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Docker Desktop pour utiliser Docker Model Runner. Je le répète une bonne fois. Mais vous voyez la liste de vos modèles. Donc là, j'en ai chargé quelques-uns. Mon plus petit, ça doit être celui-là. Donc je peux le sélectionner. Je peux faire un run et puis lui demander. Alors comme je suis vieux, j'ai que des références de vieux. Et je suis un fan de Star Trek. Mais je ne parlerai pas de Star Trek tout le long, promis. Je peux lui poser une question déjà dans euh, le, je vais y arriver, dans le chat dans Docker Desktop. Je peux faire la même chose dans un terminal. Alors là, le terminal que je joue dans Docker Desktop, c'est la même chose qu'un vrai terminal, hein, et je fais un Docker modèle run. C'est celui-là. Hop. Je crois que c'est la complétion, mais bon, peu importe. EI comme ça. Et who is Spock? Il répond de la même façon. Donc vraiment, vous pouvez l'utiliser dans les deux cas. Petit avantage de Docker Desktop, c'est que vous avez un onglet Request et qui vous permet de voir en fait ce que vous avez fait. Donc pour débugger, c'est super pratique.
J'y pensais pas avant, ça fait pas longtemps qu'on a la feature, mais honnêtement, ça aide et vous voyez toutes les réponses que vous avez. Donc vraiment pratique. Je vais revenir dans VS Code. Je vous disais qu'il y avait une API. Là, par exemple, je l'appelle avec. Oh, est-ce que j'ai un truc pour agrandir? On va faire ça. C'est un peu petit la partie script. Voilà, c'est mieux. Donc en fait, l'API pour accéder à Docker Model Runner, c'est cette URL, localhost 2.12.434. Vous pouvez changer le port, engines, lama.cpp/va. Si vous appelez de l'intérieur d'un container, parce que sous Mac, par exemple, excusez-moi, à l'intérieur d'un container, vous n'avez pas accès au GPU du Mac. Docker Model Runner fonctionne comme une espèce de proxy. Donc vous pouvez utiliser le host.docker.internal. Pardon, ça fonctionnera pareil. J'ai sélectionné un modèle, je lui donne des instructions système. Enfin, là, pour l'instant, je les mets dans des variables. Je lui dis que c'est un expert en pizza. Je lui demande quelle est la meilleure pizza du monde. Et après, je construis une payload JSON que je vais envoyer à l'API. Donc, avec le nom du modèle, les options du modèle. Alors, température 0.0, c'est pour dire au modèle, essaye pas de faire la poésie, essaye pas de te lâcher. Tu restes dans ce que je te demande. Les repeat last n, c'est pour éviter, par exemple, que le modèle hallucine. C'est pas, ça marche pas à 100%, surtout avec les petits modèles. Et après, vous lui passez une liste de messages. Donc des messages de type système. Donc là, ça sera tu es un expert en pizza. La question de l'utilisateur. Quelle est la meilleure pizza du monde? Là, je ne vais pas streamer. On verra après comment on stream. Et je fais un curl de ma requête. Donc si je l'envoie comme ça, hop, et que je lance truc, on va voir. Hop. Donc, qui m'a bien répondu. Ouais, il a quelques répétitions, hein. J'utilise un petit modèle. Les petits modèles, il faut leur faire des prompts un peu longs en leur disant pense à ne pas répéter à plein de choses. Avec les paramètres, on peut aussi aider. Mais ça vous donne une idée. Et la complétion en stream, c'est exactement la même chose, ce que vous rajoutez un espèce de callback au curl. Après, on passera en Python, c'est quand même plus sympa. Euh, donc là, par exemple, je fais point stream. L'avantage de la complétion en streaming, c'est que très rapidement, vous voyez un résultat. Donc pour l'expérience utilisateur, c'est mieux. Parce que des fois, si vous posez une grosse question avec plein de contexte, que le modèle est gros, l'utilisateur, s'il n'y a pas de streaming, pendant plusieurs secondes, il ne va rien apparaître. Il va se dire, ouais, ça ne marche pas. Donc le streaming, c'est quand même bien pratique. Maintenant, regardons comment on fait ça en Python. Donc ce que j'ai fait, j'ai une variable d'environnement dans laquelle je mets l'URL pour accéder à l'API. Alors, les modèles base URL et modèles ID, hein, c'est pas spécifique, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, et l'ID du modèle. Donc, alors, ces modèles-là, vous les trouvez sur le hub de Docker. Est-ce que j'ai un... Non, j'ai pas un Chrome que je peux partager. Mais sinon, sur Hugging Face, vous pouvez trouver des modèles. On regarde. S'il faut que je vous montre ça, c'est important. Il faut. Oui, alors là, je suis en train de vous partager mon agenda, ça n'a aucun intérêt. Hop. On va aller sur Hugging Face, par exemple. Hop. Vous allez dans Modèles, vous cherchez les modèles de type GGUF. Et puis ensuite, par exemple, si vous allez sur, je sais pas, on va dire, il y en a un que j'aime bien, hop, qui s'appelle Juan Nano, qui existe en petit format. Vous pouvez voir que vous pouvez l'utiliser avec Olama, par exemple, mais aussi Docker Model Runner. Et il vous donne la commande à lancer pour l'exécuter. Si le modèle n'existe pas, eh ben, il va le télécharger. Donc ça, c'était petite parenthèse. On va revenir au code Python. Euh, et sur Docker Hub, vous trouverez aussi certains modèles. Sur Docker Hub, c'est des modèles qui sont en fait, comment on dit, euh, ah, j'ai pas le terme, mais c'est des modèles qui sont testés et validés par Docker. Alors, ils sont packagés par Docker ou packagés par des partenaires et puis on bosse ensemble.
Donc là, en fait, ce que je fais en utilisant LightLLM, c'est que je lui ai dit, on va faire une complétion, donc une génération de code, de réponse, pardon, de texte. Je lui passe mon modèle ID. Alors, quand vous bossez avec une API compatible avec OpenAI, il faut préfixer par OpenAI slash et le nom de votre modèle, enfin l'identifiant de votre modèle. L'API key, c'est pas obligatoire. Normalement, c'est pour OpenAI, mais là, vous utilisez quelque chose en local. Par contre, selon les frameworks, il faut mettre du contenu, donc vous mettez ce que vous voulez dedans. Je lui dis, tu me prends l'URL de mon engine, je peux lui donner la température. Donc là, à 0,7, le modèle, il peut faire n'importe quoi. Et je lui passe la liste des messages, comme ce que j'ai fait avec le curl. Donc, vous avez un message de type système, ça, c'est les instructions que vous demandez au système. Et le message de type user, c'est le user qui pose une question. Vous avez un autre type de message qui s'appelle assistant. Des fois, il s'appelle développeur, je crois aussi, mais la plupart du temps, c'est assistant. C'est la réponse qui va être générée par le modèle. Ça a un intérêt de connaître ça parce qu'après, dans votre liste de messages, vous pouvez rajouter la réponse et puis gérer un historique et avoir, on va dire, une mémoire conversationnelle. Tout à l'heure, je demandais qui est James T. Kirk. Si je retourne dans mon programme et que je lui dis qui est le meilleur ami de James T. Kirk, donc c'est Spock, bah, le modèle, il ne sait pas répondre parce que je n'avais pas gardé l'historique des messages. Donc là, je vais juste exécuter la complétion et afficher la réponse. Donc la réponse, elle est dans une structure qui est choice, parce que des fois, certains modèles peuvent vous donner plusieurs informations selon comment vous les avez, comment dire, comment vous avez codé en fait votre complétion, votre requête et le contenu du message. Donc si je l'exécute, il faut quand même qu'on vérifie que ça fonctionne. Hop. Donc là, je fais un Python excusez-moi. Donc là, ça prend un petit moment parce qu'il faut que le modèle se charge, qu'il réfléchisse. Et donc là, il m'explique que en tant que modèle d'IA, il n'a pas de préférence sur quelle est la meilleure pizza du monde. Euh, des fois, ça dépend, hein, des fois, il propose quelque chose. Mais ça dépend les modèles, ça dépend la température aussi. Alors, comment ça marche en streaming avec Light LLM? C'est super facile. Donc, je garde les mêmes modèles. J'en ai mis d'autres, si vous voulez tester, après, vous pouvez vous amuser. J'étais sur la stream completion. OK. Donc, je garde le même modèle, la même liste de messages. Je rajoute un stream égale true. Et après, en fait, je vais je vais afficher au fur et à mesure les morceaux de réponse que m'envoie l'API, enfin le moteur de LLM. Euh, alors, est-ce que je suis... Non, je suis pas dans le bon répertoire. Hop. Donc, cette fois-ci, je fais ça. Et donc, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Et alors là, on avait le même modèle que tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises. Ouais, 0,5B. Même température. Et par contre, il est beaucoup plus prolixe. Et il me fait même des propositions. Donc la partie déterministe n'existe pas réellement. Si j'avais mis 0, si je mets 0, tiens, théoriquement, la plupart du temps, il devrait me répondre à peu près la même chose. On va vérifier quand je le relance. Ça a l'air d'y ressembler. Je dis théoriquement, hein, parce que des fois ça ne le fera pas. Mais en tout cas, plus vous vous approchez de 0, moins le modèle a envie d'essayer différentes choses, on va dire. Ça, c'est toujours le côté anthropomorphisme dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est assez simple. Maintenant, je veux faire un pseudo chatbot. Alors, il y a des frameworks qui font super bien ça. Il y en a un qui s'appelle Agno qui est super bien. Donc, si vous êtes des fans de Python, n'hésitez pas à le regarder. Il y a Pydantic aussi qui est pas mal. Ils fournissent plein de tooling pour faire des TUI. Enfin, c'est vraiment, c'est bien. Là, je suis parti un peu from scratch, hein. Donc, maintenant, je voudrais me faire un chatbot. Alors, on va fermer ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, alors, cette fois-ci, je vais lui donner un peu plus d'informations. J'ai une addiction en fait à la pizza hawaïenne. Alors s'il y a des gens d'origine italienne qui sont connectés, je suis désolé.
Donc là, j'explique, parce que pareil, pour contraindre un peu et donner des informations à LLM, dans les messages système, vous pouvez en mettre plusieurs d'ailleurs, vous pouvez lui donner des informations. Donc là, je lui dis, tu es un expert de la pizza hawaïenne. Ton nom, c'est Bob. Et si, voilà, si on te demande, euh, alors je pense, est-ce que je l'ai mis ah, et je ne l'ai pas mis de manière si stricte. J'avais un autre exemple où, en fait, globalement, si je lui demande quelle est la meilleure pizza du monde, il me dira que c'est forcément la pizza hawaïenne. Là, je fais un peu plus attention. Bon, c'est pas grave. J'ai une boucle while sur laquelle je vais faire un user input. Je peux quitter avec les mots-clés quit, exit, queue/by. Euh, pour le message, j'ajoute à la liste des messages, dans celle que j'ai définie ici, la question de l'utilisateur. Et ensuite, je refais une complétion comme tout à l'heure en la streamant. Et j'affiche les informations. Et à la fin, j'ajoute la réponse, donc le résultat de complétion, dans un message de type assistant. Comme ça, j'ai l'historique. Donc, si je le lance, alors, je vérifie juste un truc. Ok, je suis encore dans les temps. Si je le lance, je fais un. Pourquoi je fais ça? Hop. Voilà. Donc, cette fois-ci, je vais lui demander what is your name, théoriquement. Alors, c'est le petit modèle que j'ai choisi, donc on va voir. Bon, il dit qu'il est Bob et qu'il est un expert de la pizza hawaïenne. Déjà, ça se tient par rapport à ce que j'ai demandé. J'ai pas l'air sûr de moi, hein, parce que des fois, il me répond pas ce dont j'ai envie. Et en démo, c'est toujours gênant. Euh, what is the best pizza in the world? Voilà, là, il n'est pas super d'accord, mais il explique quand même que la pizza hawaïenne est connue pour ses saveurs uniques, etc., etc. Donc vraiment, on sent que là, Bob, il est plutôt fan de la pizza hawaïenne. Euh, on va tenter un autre truc. What is the history of the Hawaiian pizza? J'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Donc il explique bien qu'en fait, c'est Sam Banopoulos, qui était au Canada, qui a inventé ça. Donc c'est ce que je lui ai mis dans les trucs système. Alors par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est que si je re-switch sur Docker Desktop, j'étais sur Qwen. Euh, what is the history of the Hawaiian pizza? Théoriquement, il ne sait pas. Il ne sait pas, ou alors il m'a balancé des trucs qui ont... Ouais, il dit que ça dure depuis des siècles. Enfin, donc là, il invente. Alors que dans ma version Python, il n'invente pas, il s'appuie sur des informations que je lui ai données. Je retourne sur VS Code. Alors, d'ailleurs, dans ces informations système, je ne sais plus si je l'ai mis. Voilà, je lui ai dit, utilise seulement les informations qui sont fournies dans ta base de connaissances, donc dans ce que je lui fournis. Est-ce que ça a un impact de le mettre en majuscule? Je ne sais pas. Je l'ai vu faire. Par contre, des fois, de structurer ce que vous mettez dans cette rubrique système, ça a un impact. Si vous structurez avec en XML, par exemple, et ben, le LLM va arriver plus facilement à faire le focus et à rechercher les données. Donc, il faut bien y penser, mais il faut expérimenter. Ça marche pas tout le temps. Et ça dépend des modèles. Ouais, la sortie, je l'ai faite avec un CTRL-C, j'avais pas géré ça. J'ai encore quelques minutes. J'ai fait un autre bot alors c'est le même, à peu de choses près, sauf que par contre, toutes les informations système, il va me les... Voilà, j'ai fait des... Alors c'est dans... Où est-ce que je l'ai mis ce truc? Voilà, j'ai fait dans utils.py, je le charge dans des fichiers. Donc,
j'ai un bot qui va récupérer toutes ces informations. Alors, pour un petit bot, ça peut être beaucoup. On va quand même essayer de le lancer. Hop. Tac. Donc, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais lui demander? Euh, give me the list of the traditional ingredients. Je précise pas que c'est pour la pizza hawaïenne. Théoriquement, il le sait. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Base, tradition, tomato, cheese, topping. J'ai pas la partie optionnelle. Euh, give me the list of the géographic variation. Alors voilà, donc là il me dit bien qu'il y en a en Australie, au Brésil, au Japon, en Germanie et en Suisse. Et je pense que en Suède, je suis fatigué. Habituellement, il se gourre, il m'en met plus ou il m'en met moins. Donc du coup, la suite de ma démo, elle est moins intéressante. Ou alors il aurait fallu que j'ajoute beaucoup plus de contexte. Donc ce petit modèle est quand même, alors lequel j'ai utilisé? Ouais, j'ai utilisé le petit, il est quand même capable de me retrouver pas mal d'informations là-dedans. Par contre, des fois, il a trop d'informations, donc il va avoir du mal à faire le focus. Parce qu'en fait, on lui a donné trop d'informations, parce que ces informations-là, alors je ne sais pas si j'avais mis ça. Non, je ne l'avais pas mis. Donc il me refait un truc. Ces informations-là, en fait, c'est dans la liste des messages. Donc plus la liste des messages est grande, plus le petit modèle va avoir du mal à s'y retrouver. Donc pour pouvoir faire qu'un modèle puisse faire focus et se concentrer uniquement sur les informations correctes, il faut lui fournir moins de contexte. Mais des fois, vous avez besoin de toutes ces informations-là. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est dire, en fonction de la question, je vais essayer d'aller extraire de tous mes documents que les informations qui semblent ressembler à ce que j'ai. Et c'est ce qu'on appelle faire du RAG. Donc, alors je vais quitter mon modèle. Le RAG, c'est, comment dire, euh, c'est le concept, c'est que vous allez récupérer tous vos documents. Alors, ça peut être des images aussi, hein, mais moi, bon, je raisonne qu'en texte. Vous allez les découper en morceaux. Vous allez mettre ça, à partir de chaque morceau, vous allez créer ce qu'on appelle des embeddings. C'est-à-dire que c'est une représentation mathématique de la signification sémantique du morceau de texte. Voilà, donc c'est en gros la signification, vous la transformez en chiffres. C'est des vecteurs. Et quand vous avez des vecteurs, vous pouvez calculer les distances. Donc plus deux vecteurs seront similaires, plus ça voudra dire que a priori ils parlent de la même chose. Donc vous calculez les vecteurs de la question de l'utilisateur et vous allez rechercher les distances avec tout votre chunk, tout ce qui est dans votre base de données. Alors, on utilise des bases de données vectorielles et ça permet en fait de regrouper par valeur sémantique des morceaux de texte ou des morceaux d'information pour vous permettre de chercher les similarités. Euh, il y a des modes pour calculer ces vecteurs, il y a des modèles qui sont dédiés à ça, ces embedding modèles. Donc ils vont, en fait, vous leur donnez du texte et ils vous sortent des chiffres, c'est tout. Et une fois que vous avez ces chiffres-là, vous pouvez, par exemple, alors, il y a différentes méthodes pour calculer les distances entre vecteurs. Il y en a une qui est vachement utilisée, qui est la cosine distance. C'est facile à implémenter. Dans un de mes bouts de code, c'est ce que j'utilise. Je simule en fait une base de données vectorielle, mais en mémoire. Et en fait, la cosine distance, elle a une valeur entre -1 et 1. Donc plus ça va se rapprocher de 1, plus vous aurez des vecteurs qui sont identiques, donc qui vont dans la même direction. Euh, donc bah, je vais vous montrer en fait ce que ça fait. Alors, le code qui calcule tout, il est dans RagUtils. Vous regarderez si vous êtes curieux. On va retourner dans le main.py. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai toujours mon bot. Alors, au chargement, il va quand même. Alors, normalement, c'est en base de données. Donc, moi, je le fais à chaque exécution de mon programme, mais il va aller chunker les documents, calculer les embeddings et les mettre quelque part en mémoire. Après, mon bot, ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois que je vais poser une question, il va calculer les vecteurs de ma question et il va chercher la distance
les distances entre les chunks existants et ma question. Donc les bouts de texte existants et ma question. Et je lui dis, bah, tu me retournes les trois plus proches. Euh, une fois que j'ai récupéré les informations, les relevant chunks, je les colle dans une chaîne. Donc quand je fais create rag context, en fait, je merge mes strings. Et du coup, j'ai un message système qui contient les systèmes d'instructions que j'avais donnés au départ, plus le contexte rag. Et j'ajoute la question de l'utilisateur. Et donc, à partir de l'extraction des documents, le modèle va être capable de se concentrer plus facilement et de me donner une information là-dessus. Donc, je vais le lancer. Le modèle que j'utilise, c'est celui-là. Il n'est pas forcément très précis. Il y en a d'autres, il faut les tester. Si vous faites du multilingue, le Granit est plutôt pas mal. Mais ça, pareil, ça dépend les cas d'usage. Il faut toujours tout tester. Tac, tac. On va faire juste un essai pour que vous voyez comment ça se passe. Alors là, ça met un peu de temps parce qu'il a chunké mes documents, il a calculé les vecteurs. Et maintenant, je lui dis give me the list of the fun fact about the Hawaiian pizza. Je crois que j'ai un truc là-dessus. Donc là, c'est toutes les extractions qu'il a faites. Et euh, à partir de ça, ça n'a pas l'air d'être des fun facts. Donc vous voyez, des fois ça fail un petit peu. C'est pas, ah si, j'en ai un qui fait partie de la liste des fun facts. Bon, pareil, c'est à tuner parce que des fois, vous devez lui dire alors ma distance cosine, ben, tu me donnes tous les trucs qui sont supérieurs à 0,7. Et des fois, vous n'aurez rien parce que le modèle n'était pas assez précis. Donc, il vaut mieux mettre 0,5. Mais du coup, vous allez avoir trop d'informations. Donc, vous lui dites bah, tu me donnes les trois premiers. Donc, c'est plein de tests à faire. Euh, alors, en Go, ma démo marche mieux, mais tant pis, j'avais dit que de toute façon, je la ferai en Python. Mais bon, l'avantage de RAG, hein, c'est vraiment d'extraire les données nécessaires. Mais c'est bien des fois de rajouter des métadatas à chaque morceau de texte que vous avez avec des mots-clés, comme ça le modèle va, enfin le RAG va plus facilement retrouver les informations qui seront encore plus proches. Mais c'est difficile d'en parler en si peu de temps. Dernier truc, même, c'est quasiment le même programme. En plus de Docker Model Runner, il y a eu une intégration de Docker Model Runner faite avec Docker Compose. Alors, Docker Compose, c'est un truc que j'utilise depuis des années en tant que développeur. Et du coup, cette intégration, c'est tout petit. On va faire ça. Hop, voilà. Bon, après, c'est trop gros. Cette intégration, en fait, elle permet d'avoir une clé qui s'appelle modèle. Et puis, vous lui dites, bah, tiens, j'ai un chat modèle, mais j'aurais pu l'appeler conversational model. Vous lui donnez les noms que vous voulez, parce que vous pouvez en donner plusieurs. Et vous lui donnez l'ID du modèle. Donc là, j'utilise un modèle qui est chez Hugging Face. S'il n'est pas chargé sur ma machine, quand je vais lancer Compose, ça va le télécharger automatiquement. Vous pouvez lui mettre de base des settings. Donc là, je dis, bah, tu mets la température à zéro. Et puis j'ai besoin d'un deuxième modèle. Donc j'ai besoin en fait d'un modèle pour les embeddings. Donc je le charge comme ça. Et après, dans les services Compose que j'utilise, je fais une référence à modèle. Je lui dis, bah, moi, je vais utiliser chat modèle et embedding modèle. Je ne suis pas obligé de tous les utiliser, mais là, j'ai besoin des deux. Et ensuite, je lui donne des noms de variables d'environnement. Et en fait, Compose va injecter les valeurs dans mon programme. Et du coup, dans mon programme, je vais utiliser ça. Donc, sans modifier mon programme, après, je peux clairement changer des choses super facilement. Et puis, j'avais une version où je mettais en fait les instructions système dans une variable d'environnement. Mais c'est sur un autre programme. On va le lancer juste pour voir que ça fonctionne parce que je dois bientôt rendre la main. Donc, ça fait la même chose, hein. J'ai mes données ici, j'ai mes instructions système ici. Donc, j'ai mon compose file, un docker file pour dockeriser l'application Python. Et bien, lançons-le. Donc, je le lance en faisant un docker compose. Hop. Théoriquement, c'est rapide parce que je l'avais déjà buildé avant. Donc là, mon système, il tourne. Si je veux aller dans mon container, je ne connais jamais le code par cœur. Je vais utiliser ça. Donc, je vais me rattacher au container Smallbot, pardon. On va ouvrir un autre terminal.
Tac. Donc là, je suis dans mon container, j'ai mon application Python, oui. Donc je fais un Python, on va y arriver. Je sais plus écrire. Python main.y. Donc je dois retrouver sur mon bot. Donc là, il fait son rag et puis je peux lui dire what what are the main rag about the Hawaiian. Là, ça devrait. Alors là, il fait les chunks. Oh, il va plus vite que ce que je pensais. Pourtant, j'avais changé de bot. Alors, je vous laisserai vérifier après dans le texte, mais il me semble que là, il est un peu plus carré sur la partie génération par rapport à ce qu'il a trouvé. Donc, on voit bien avant les chunks ce qu'il a fait. Alors, c'est pareil, s'il y a le mode de découpage, euh, le chunking, en fait, c'est ce qui fait que le modèle sera, le RAG sera plus ou moins bien fait. Moi, je fais plutôt du chunk par rapport à la structure des documents. Là, j'ai fait du chunk bêta. Donc, des fois, ils ne retrouvent pas toutes les informations. Mais ça, c'est dû à mes connaissances en Python. Il faut que j'avance un petit peu. Donc, je vous ai montré le truc. Si je retourne normalement dans Docker Desktop, que je vais sur les modèles, on va y arriver. Ils sont, hop, que je vais dans Request. Ah, j'ai une erreur. Demo issue. Da, 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 da. J'avais utilisé celui-là. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a planté. Alors, enfin, si je m'installe des nightly builds en fait sur mon poste, donc et c'est pas une bonne idée avant de faire une démo. Donc c'est des versions de Docker Desktop qui sont pas encore réalisées. D'où le application error. C'est pas grave, on revient dans VS Code et j'ai presque fini. Lui, on va quitter, on va faire exit, hop. Donc, normalement, j'ai fini toutes mes démos. Je vous parlais des frameworks Python si vous voulez aller plus loin. Alors, Langchain est un des premiers. J'aime pas trop, mais c'est très personnel. Je trouve que le code, au bout d'un moment, est pas très lisible. Alors, tout dépend de comment vous utilisez Langchain. En plus, c'est fait par des gens qui sont vraiment du monde machine learning, AI et tout ça. Et quand ils rédigent des docs, ils rédigent pas des docs comme j'ai l'habitude d'en rédiger. Donc, j'ai un peu de mal à trouver mes billes. Vous avez le Agent Development Kit qui est très récent de chez Google, qui existe en Python et en Go et peut-être en JS, je crois, qui est super sympa et qu'en fait, qui fournit du tooling dans toute la partie UI web ou TUI pour le bot. Ils vous fournissent des trucs pour tester directement vos applications. Pydantic, j'ai testé il n'y a pas longtemps, sympa, facile à utiliser. Agno, ça a l'air super puissant. J'ai commencé à bosser avec. Et OpenAI fournit un SDK Python qui ressemble à LiteLLM, mais qui est en plus, on va dire plus vanilla, quoi. Enfin, vous pouvez faire des trucs from scratch. L'avantage, c'est que si vous partez de rien, ça vous demande un peu plus de temps pour bosser, mais vous allez comprendre beaucoup plus ce qui se passe. Alors qu'un agneau, par exemple, masque plein de choses et vous avez moins la maîtrise sur votre modèle. Si vous voulez aller plus loin, les next steps, c'est de bosser sur la partie function calling, la capacité à un modèle de reconnaître le fait que vous aimeriez appeler quelque chose, une fonction. Mais il ne le fera pas lui-même. Un modèle ne peut pas exécuter quoi que ce soit. Le modèle Context Protocol, c'est lié au function calling, mais c'est un standard qui est apparu en décembre l'année dernière, fait par Anthropic, et qui permet au modèle finalement d'appeler des fonctions externes et de faire plein de choses. Donc avec un petit modèle, vous pouvez le rendre intelligent avec ça. Vous lui donnez des super pouvoirs. Le concept d'agent d'IA, alors qu'est-ce qu'un agent? Les gens ont plein de versions différentes de ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Par contre, Agno, c'est orienté agent, Pydantic, c'est orienté agent, et ADK aussi. Vraiment, c'est aussi un concept intéressant. Mais vous n'avez pas le choix avant de le comprendre correctement. Vous regardez le function calling, puis MCP. Et j'ai fini. J'ai dû un chouïa dépasser. Un chouïa, mais c'est pas grave parce que c'était super intéressant et on voulait aller au bout de cette histoire et voir cette dernière étape. Non, franchement, c'était super. On a fait le tour de plein de trucs, Philippe.
Et tu as ouvert plein de portes à la fin, donc c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on n'en a pas eu pendant la présentation. Moi, j'en ai une en attendant. C'était intéressant de, de voir comment. Je ne connaissais pas la fonction sur Docker où tu peux vraiment tester le modèle directement. C'est hyper intéressant. Quand, est-ce que tu faisais des trucs justement pour tester l'output de ton modèle dans ton code? Est-ce que c'est quelque chose que tu... euh, Ça m'arrive. Alors, le côté test d'output, alors je suis pas spécialisé en test, il y a des gens dans test de modèle, il y a des frameworks de test de modèle qui existent. Ça, j'ai pas encore mis le nez dedans, mais quand je veux tester la capacité de, est-ce que le modèle que je vais utiliser ou le framework que je vais utiliser, est-ce que je vais pouvoir facilement l'orienter ou pas? Ou est-ce que le modèle est ingérable? Il y en a, hein, les small, je sais pas pourquoi tout le monde dit, ouais, c'est SMO2L, je crois. Tout le monde dit, ouais, les small, c'est génial. Non, c'est pas génial. C'est des espèces de bestiaux ingérables. Moi, j'aime pas. Et en fait, j'ai des bouts de script qui, en fait, vont poser, alors c'est toujours les mêmes questions. Et je sais que si je veux avoir le résultat que je veux, je sais que certains mots seront présents dans le modèle. Donc en fait, je fais une recherche de mots ou de phrases, c'est plutôt de mots. Alors j'en cherche plusieurs pour avoir quelque chose pour être sûr que ça soit le plus pertinent possible. Et je faisais ça avec Test Container d'ailleurs. Et ça me permet de savoir si le modèle, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Par exemple, là, sur la notion des pizzas hawaïennes, ça me sert de test aussi. C'est le modèle déjà, si de base, sans que je lui donne des informations, il sait me dire que l'histoire de la pizza hawaïenne, bah, ça me va pas parce qu'en fait, j'ai besoin de moi expliquer au modèle ce dont j'ai besoin. Tu vois, Ouais, des fois, j'ai besoin d'un modèle qui ne connaisse pas grand-chose parce que par les informations que je vais lui fournir, je veux le spécialiser dans quelque chose. Alors, le fine-tuning sert à ça aussi d'ailleurs. Mais là, c'est sans fine-tuning, ça me coûte rien, quoi. ouais, ok, c'est intéressant. Donc, c'est assez bien pour des tâches relativement bien scopées, assez simples à décrire. Ouais, Euh, après, il faut tester plein de modèles. Il y en a qui sont plus ou moins bons sur certaines choses. ouais, Quelles que soient les données que tu lui donnes, tu as des modèles, je ne sais plus lequel c'est, je sais plus si c'est un DeepSeek ou un Qwen 3, je ne me rappelle plus. Mais tu as des modèles qui font du raisonnement. Alors quand ils sont petits, c'est pas du vrai raisonnement, mais ça, il y a un concept ils appellent ça thinking ou reasoning. Si tu leur donnes une base de faits structurée, tu vois, en XML par exemple, comme je sais pas, une liste de maladies et de symptômes. Si c'est bien structuré, avec le reasoning, le modèle est capable, en fonction des symptômes, de te donner plusieurs propositions sur la maladie. Et même avec des tout petits, ça marche plutôt très bien, en fait. Tu reproduis ce que... Moi, je faisais ça dans les années 80, donc ça remonte à loin, mais ce qu'on appelait il y avait des systèmes experts avec des bases de faits et des règles. Et à partir de ça, on pouvait avoir, par exemple, des propositions de médicaments pour soigner certains symptômes ou des choses comme ça. Et avec certains petits modèles, tu peux faire ça. Alors ok, toujours, hein, je mets un pourquoi pas. bémol, n'allez pas vous soigner vous-même avec un petit modèle, même avec un gros d'ailleurs. Et les Toolbips sont de manière surprenante vachement attentifs à ça, quoi. Et ils expliquent bien, on a bien compris que le truc, des fois, il racontait n'importe quoi. Mais ça nous aide quand même pour certaines recherches ou avoir des idées. Donc, Ouais. donc, pour rassurer les gens, le monde médical est plutôt conscient de ce qui est possible et pas possible. Donc, mais par contre, ouais, vous ne soignez pas vous-même avec un LLM. Comme il fallait pas le faire avec Doctissimo avant. Ouais, mais par Euh, contre, il y avait un médecin qui disait hier aux infos, il dit, moi, je laisse faire mes patients utiliser ChatGPT parce que c'est mieux que euh, juste une recherche Google. ouais, Mais par contre, il en discute avec eux, quoi. C'est des trucs qu'il fait avec eux. ouais, il faut toujours avoir le retour de l'expert derrière Ouais. sur ce qui est produit, effectivement. Cool. Eh ben, écoute, je te propose qu'on s'arrête là, Philippe. C'était hyper intéressant. Tu dis que tu peux partager le GitHub du repo, donc on pourra l'envoyer à tout le monde avec le replay.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Merci Philippe, encore une fois. Et puis, bon appétit et à bientôt. Ah, pareil, et merci encore pour l'invitation.